2022. Dimitri Pavlenko. 8h41, séquence nordiste ce mercredi pour Emmanuel Macron en déambulation dans le bassin minier. Ce matin, il assistera ce soir, ou plutôt il présidera une réunion informelle des ministres européens de l'Intérieur. Sur la table, le nouveau pacte migratoire que la France souhaite mettre en place en Europe. Une Europe qui sache tout à la fois protéger ses frontières, dit le président, mais aussi soucieuse de mieux prendre en charge les demandeurs d'asile. Voilà, fermeté et humanité, encore une déclinaison de l'en même temps macronien sur le thème de l'immigration, mais qui demeure, on s'en rend compte, l'un des fondamentaux de la campagne. Nous sommes à 67 jours du premier tour. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, politologue, éditorialiste, la revue Front Populaire. Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vincent, je commence Bonjour Dimitri. Bonjour Vincent, je commence avec vous. Le corpus d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Très intéressant de se refaire le film de ses interventions sur le sujet depuis maintenant 5 ans. Qu'est-ce que l'on peut en dire? C'est un ferme ou un humanitaire ou un peu les deux en même temps, ou un coup l'un, un coup l'autre? C'est d'abord quelqu'un qui aimerait que la politique n'ait pas à s'occuper de ces sujets. Je pense que quand Emmanuel Macron est né en politique, il pensait que la croissance permettait de régler un certain nombre de choses, et il s'est distingué d'ailleurs de Manuel Valls. C'est sa première prise de position quand il est ministre de l'économie au moment de la déchéance de nationalité, en donnant des raisons sociales au communisme. Derrière, il a eu un discours... dit l'immigration est une chance d'un point de vue économique, culturel et social. Derrière, en 2017, durant le célèbre discours de Marseille, dans lequel il disait « je vois des Maliens, je vois des Gabonais, je vois des Algériens et je vois des Français », il fait une définition assumée du multiculturalisme. Il est sur une ligne Justin Trudeau. Et puis il voit que le pays attend autre chose et il essaye de s'ajuster, mais avec des zigzags qui sont incarnés, je pense, par les différents ministres de l'Intérieur qu'il a pu nommer. Gérard Collomb, qui fait la loi Asile et Immigration, qui est normalement une loi pour durcir un peu l'immigration et qui augmente et qui permet d'élargir le regroupement familial. Donc c'est une loi au fait qui entraîne une immigration plus importante. Et Gérard Collomb quitte le ministère de l'Intérieur en disant cette célèbre phrase ceux qui vivent côte à côte peut-être demain se retrouveront face à face, donc préparant les esprits à de possibles affrontements de guerre civile. Derrière, Christophe Castaner, qui propose quand même que ces policiers se mettent à genoux dans la cour de l'hôtel de la place Beauvau au moment de l'affaire George Floyd, en basculant vraiment vers la vision la plus socialisante ou la plus à gauche de ce type de sujet. Et puis Gérald Darmanin, qui est nommé pour être son Charles Pasqua ou son Manuel Valls, mais qui ne parvient pas à s'imposer. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron change de pied depuis 2 ans sur ces sujets, promettant une politique ferme qu'il ne donne pas, des décisions spectaculaires que l'on devait entendre lors de son discours à Strasbourg le 19 janvier et qui n'étaient pas là. Et ce qu'il va nous proposer ce soir, c'est de la pure forme, c'est l'utilisation politicienne de l'instrument migratoire, mais qui n'a rien à voir avec la réalité concrète. La réalité concrète de l'immigration non maîtrisée, c'est ce reportage dont on parle depuis une semaine, zone interdite à Roubaix, c'est ça. Donc, entre ça et les décisions qui seront, les promesses qui seront faites ce soir, on voit que le gouffre est immense, et on pense à Pierre Manant, qui était dans ce studio il y a 3 jours, et qui dit, ce qui caractérise la politique contemporaine, c'est le gouffre qui sépare la réalité concrète de ce que vivent les gens et le discours. Alors, la question qui se pose à travers ce que vous venez de dire, c'est l'immigration est-elle une chance pour la France? Éternelle question. On va entrer un peu dans le détail, mais tout d'abord, je voudrais, Louis, avoir un petit mot quand même sur ce qui va se préparer, être mis en musique ce soir. C'est la traduction concrète de cette phrase d'Emmanuel Macron prononcée le 16 août 2021, donc au lendemain de la chute de Kaboul. Il dit « Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers important ». Donc là, c'est la jambe, disons, de la fermeté qui prend un peu le dessus sur la jambe humanitaire. Et il se trouve que d'ailleurs, dans la crise sanitaire, depuis 2 ans, Schengen en a pris un sérieux coup dans l'aile quand même, quand on regarde les choses. Oui, parce que l'espace de libre circulation... Mais ça fait très longtemps que, en fait, Schengen est en crise. Effectivement, les pays ont été conduits à fermer unilatéralement leurs frontières à cause de la crise sanitaire. Ou plutôt, on saisit l'opportunité de le faire. Aussi, bien sûr, ouais. Mais en fait, ça remet en cause l'une des multiples règles qui sont remises en cause dans l'espace Schengen. Et ce qui est très frappant dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il veut mettre en musique ce soir, c'est réforme de l'espace Schengen avec un pilotage politique. C'est-à-dire un peu comme la zone euro, un conseil des ministres des Finances qui essaye de la gérer. Mais ça veut dire quoi, ce qu'il veut faire, ce sont les ministres de l'Intérieur qui se mettent d'accord sur la gestion de l'espace Schengen. Ce qui en fait n'existe pas, parce que personne n'est d'accord en réalité. Ce qui est très frappant, c'est que c'est sans doute un tic de président en fin de mandat et en campagne. Nicolas Sarkozy proposait exactement, mot pour mot, la même chose en 2012, à la fin de son mandat, quand il était exactement dans cette période grise, sortant de son mandat et faisant la jonction vers sa
campagne qu'il a perdue. Il proposait précisément la même chose, réforme de l'espace Schengen, tout changer à Schengen, un pilotage politique, remettre de la politique là-dedans. Et Emmanuel Macron va se confronter exactement au même problème que Nicolas Sarkozy en son temps. Il y a un désaccord profond des pays européens sur l'espace Schengen. Il y a les pays du groupe de Visegrad autour de la Pologne qui ne veulent d'aucun mécanisme de répartition des demandeurs d'asile, des réfugiés à l'intérieur de l'espace européen. Il y a les pays d'entrée, l'Italie, Malte, la Grèce, qui veulent arrêter de payer pour tout le monde et qu'il n'y ait aucune solidarité dans les moments où il y a des vagues importantes. Et puis il y a l'Allemagne. Qui veut des migrants, mais veut les choisir. Et l'Allemagne, alors il y a ça évidemment, c'est-à-dire que l'Allemagne fait un choix de l'immigration. Oui. Merkel d'ailleurs l'assumait plus ou moins, mais il y a un choix de l'immigration parce que la démographie allemande est en crise et que en gros ils ont besoin de travailleurs, ils ont besoin de sans frais. Oui, les deux tiers de l'immigration allemande, c'est l'immigration européenne. Et ce sont des Polonais, des Croates. Oui, mais il y a aussi un désaccord politique. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi un désaccord politique, c'est-à-dire que le gouvernement allemand penche plus à gauche désormais que le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ça, en fait, c'est le non-dit dans tout le discours d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il pense que par lui-même, que sa parole aura un effet performatif sur les politiques européennes. Je pense que, le calendrier n'est plus là parce qu'il est en fin de mandat et que donc il lance des grands chantiers qui ne verront évidemment jamais le jour sous son premier mandat, en tout cas si tant est qu'il y en ait un second. Et puis c'est pas par la seule force de sa parole et en réunissant des conseils des ministres européens à Tourcoing qui va régler ce problème du blocage de l'espace Schengen depuis 10 ans et plus. Guillaume Bigot, de manière un peu plus générale, la question qu'a commencé à poser Vincent Trémollet de Villers, est-ce qu'on peut documenter factuellement, apporter des éléments concrets permettant d'apporter une réponse à cette question? L'immigration est-elle une chance pour la France? C'est vrai que posé comme ça paraît totalement scandaleux de le dire, mais vraiment, enfin, c'est la question aujourd'hui que les gens se posent quand on aborde le sujet migratoire, où l'on voit que la ligne dure, la ligne sécuritaire, la ligne fermons le robinet, elle domine à 70% dans le pays, et que ce soit à droite, mais aussi à gauche. Je crois pas que la question se pose en ces termes pour la population qui vit par exemple, à Roubaix, là où le reportage a été tourné, parce que cette population, elle comprend bien ce que ça signifie. Et je dirais, cette population qui n'est même pas seulement, en suivant cette expression que je déteste, les Français de souche, c'est aussi les Français immigrés. Ces derniers arrivés ferment la porte. Enfin, ils savent très bien que y a des conditions, ils comprennent, eux, qu'il y a des conditions pour que l'immigration soit bonne ou mauvaise. En fait, je pense que la question, la qualificative de chance, ça signifie est-ce que c'est encore un tabou? Pourquoi? Parce que cette question est constamment mise sur un plan moral. Et en fait, l'immigration, c'est pas quelque chose de bon en soi ou de mauvais en soi. Il y a des conditions à réunir. Les 3 conditions sont très simples. Si vous n'êtes pas en plein emploi des facteurs de production, comme disent les économistes, autrement dit, c'est par exemple le cas de l'Allemagne, à un moment où Mme Merkel a ouvert ses frontières, quand vous n'êtes pas au plein emploi des facteurs de production, vous faites venir une main-d'œuvre dont vous avez besoin, vous augmentez votre croissance. Donc ça rend votre économie plus puissante. Oui. En même temps, ces immigrés trouvent du travail. Deuxième condition. Attendez, j'ajoute, FMI, OCDE nous disent, alors là, à propos, ça répond à la question c'est une chance. 1% de population immigrée dans un pays en âge de travailler, c'est 2% de PIB par habitant, en moyenne. En France, c'est un peu moins. Mais c'est vraiment complètement absurde comme raisonnement, parce que ça dépend complètement de la situation économique du pays. Oui. Donc là, le premier, je pense que tout le monde peut comprendre que dans un pays où il y a pas de plein emploi, où il y a du chômage, si vous faites venir des immigrés, vous avez un effet qui est la baisse des salaires. Un créateur de start-up sur 2 dans la Silicon Valley est un immigré. Mais c'est un immigré qui vient dans une société où il y a un plein emploi des facteurs de production, et où il amène ce qui n'est pas du capital humain française. Et du capital en plus tout court, voire du capital intellectuel évidemment. Deuxième facteur qu'on oublie toujours, et ça c'est pour répondre à cette idée très répandue mais très fausse dans la classe dirigeante, c'est-à-dire qu'on va résoudre le problème du vieillissement grâce à l'importation de populations jeunes. Mais en réalité, pour qu'il y ait de l'immigration, il faut aussi, et pour que l'immigration se passe bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants, je dirais, nationaux. Il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants indigènes du coin. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les enfants qui assimilent les enfants. Donc si vous faites venir énormément d'immigrés dans une société qui est très vieillissante, vous avez plus suffisamment d'enfants nationaux et vous avez des classes qui sont noyées par des enfants qui viennent de l'extérieur. Donc évidemment, la machine va se gripper. Donc ça, les gens le savent parfaitement sur le terrain. En fait, la classe dirigeante pense qu'elle va résoudre le problème du vieillissement comme ça. Et par ailleurs, les termes sont très importants. On parle de flux migratoire. On ne parle plus d'immigration et d'émigration. Oui. Immigration et émigration, c'est-à-dire qu'on part d'un pays de départ, on va dans un pays d'arrivée, il y a encore des frontières. Là, on est dans un monde dans lequel les capitaux circulent et les classes dirigeantes voudraient que
que la force de travail circule. Oui, cette vision, disons, un peu mécanique, déshumanisée de l'immigration. Exactement. Et sans doute que beaucoup souhaiteraient qu'on puisse aborder le thème de l'immigration en ce sens-là, alors qu'il revêt évidemment une dimension passionnelle et identitaire aussi. Mais C'est pourquoi ce que me disait revêt-il Renaud. une dimension passionnelle? Parce que les Français ont été privés de ce débat. C'est-à-dire que les Français ont subi une transformation démographique réelle et qu'ils n'ont pas pu donner leur avis pour savoir s'ils y étaient favorables ou non. Et que quand ils venaient de donner leur avis, on leur faisait la morale. Donc c'est ça qui n'est pas acceptable. Ensuite, on a dit des mots qui n'ont plus de sens. Moi j'ai une phrase d'Hubert Védrine au moment de la crise des réfugiés, quand Angela Merkel a ouvert son pays. Hubert Védrine disait les opinions publiques européennes ont l'impression qu'on ne maîtrise rien. Et sur ce sujet, je pense que la majorité des Français et des Européens considèrent qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne, que les mots de droit d'asile, que les mots d'accueil sont un habillage d'une impuissance et d'un très grand désordre. Il n'y a pas véritablement de volonté politique. Donc c'est ça la grande difficulté. C'est pour ça que ce sujet d'ailleurs est revenu à la faveur avec la candidature inattendue d'Éric Zemmour pendant tout l'automne, c'est que les Français n'avaient pas pu en débattre. Il n'y a pas eu de conversation civique dessus, il n'y a pas eu de délibération collective sur ce sujet. Donc les passions s'en emparent. Après, Emmanuel Macron arrive très tard. Moi, à mon avis, il n'en tirera aucun bénéfice, puisque sur ce sujet-là, il n'est pas du tout considéré comme quelqu'un ayant fait des choses et étant capable de faire des choses. Mais je ne sais pas si ça le gêne tellement, puisque de toute façon, dans sa dialectique tactique, il doit être face à un candidat populiste qui, lui, sera le chantre de la lutte contre l'immigration. Donc il faut qu'il ait, pour son électorat le plus de centre-droit, quelque chose montrant qu'il a compris qu'il n'est pas un multiculturaliste comme on l'a cru, mais je ne crois pas qu'il ait intérêt dans sa stratégie à aller au-delà. Louis Osalter, vous voulez rajouter c'est à propos de la question sur l'immigration est-elle une chance pour la France. Moi, je voudrais l'élargir, l'immigration est-elle une chance pour le monde? Parce que Guillaume parlait effectivement de cette philosophie en fait qui consiste à rendre tout mobile et malléable, les capitaux, les marchandises et la circulation des personnes, qui sert évidemment certains intérêts économiques. Est-ce que vraiment ceux qui préconisent, et je l'ai encore lu il y a quelques semaines dans un rapport du Conseil d'analyse économique, ceux qui préconisent une immigration qualifiée, choisie, qui consiste donc à aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée dans des pays particuliers pour aller remplir les filières dans lesquelles nous avons un problème de talent, de main-d'œuvre. Les médecins tunisiens, une pénurie, exactement. Et ça va des médecins jusqu'aux tourneurs-fraiseurs, aux menuisiers. Les ingénieurs indiens, etc. Il y a honnêtement plein d'emplois dans des filières non pourvues en France, alors même que le taux de chômage est encore à 7%, qu'on n'est pas au plein emploi. Donc, choisir l'immigration pour répondre à cette distorsion entre la main-d'œuvre qualifiée et le nombre d'emplois disponibles et non pourvus est un choix qui n'est pas complètement assumé, mais qui est fait par certaines élites politiques et économiques. Mais ça consiste en quoi, en fait, si on songe à l'intérêt plus global du monde? Ça consiste quand même à aller dépouiller des pays d'une main-d'œuvre qualifiée pour aller la prendre chez nous. En gros, c'est l'Occident qui explique, qui organise la fluidification totale de la circulation des personnes pour compenser le vieillissement de sa population et compenser son manque de main-d'œuvre dans certaines filières. Deux inconvénients majeurs, ça crée des fractures culturelles dans les pays d'accueil, et puis surtout ça dépouille les pays de départ de leur main-d'œuvre. Donc c'est la poursuite, si vous voulez, d'un égoïsme qui n'est bon pour personne, qui est néfaste pour beaucoup de gens, et essayer d'organiser en fait un déménagement du monde où tout serait fluide. On voit les problèmes que ça cause, non seulement chez nous, effectivement, mais aussi y compris pour les pays d'origine. Tant que les gens auront ces motifs de départ, leur pays ne se développera pas. Mais phase 1, effectivement, on délocalise, qui a pour effet de faire chuter la classe moyenne et de déshabiller l'ouvrier, le prolétaire national ou indigène. Et phase 2, on fait venir, on lui organise la concurrence en faisant venir effectivement des travailleurs sur place qui vont travailler au noir ou pour des salaires moins chers. C'est le mécanisme des travailleurs détachés, et c'est évidemment la main-d'œuvre qui est irrégulière, illégale. Vous savez, il y a des études qui ont été faites, le FCE a travaillé sur cette question-là. L'apport d'immigrés fait-il baisser les salaires des nationaux? Alors en l'occurrence, ça joue très peu sur les postes qualifiés, mais sur les postes les moins qualifiés, ça se traduirait 1 point d'immigration en plus, 1% de travailleurs immigrants en plus, par une baisse de salaire de l'ordre d'1%. Mais ce sont des chiffres qui sont éminemment
contesté. Mais enfin, c'est vrai que ça fait partie de l'équation. Oui, et puis vous avez l'appareil chiffré et documenté, et vous avez les perceptions. Si on prend les perceptions européennes, l'Europe de l'Est regarde notre modèle, qui est un modèle qu'il qualifie de multiculturel, acceptant et faisant de l'immigration une composante permanente et continue de la vie sociale, comme quelque chose qui dessert économiquement, culturellement et sociétalement. C'est-à-dire que pour eux, c'est réglé. Ce qu'on présente pour nous comme un modèle est un contre-modèle. C'est pour ça que cette réunion de ministres de l'Intérieur ne risque pas d'aboutir, à mon avis, à un consensus, puisqu'ils ne sont pas d'accord au départ. Partie de Tourcoing, nous atterrissons à Tourcoing. Merci beaucoup, messieurs. Vincent Trémollet de Villers, Louis Osalter, Guillaume Bigot. Bonne journée à tous les trois. 8h05.